Laurent Baudouin, architecte et enseignant à Nancy et à Paris. Trouche-la-Sam, c'est certainement un des projets qu'on apprécie le plus dans le rapport au paysage. Le terrain était quand même modelé et le bâtiment, c'est ça, c'est presque une toiture au fond. C'est un espèce de plan souple qui laisse pénétrer la lumière mais qui se repose flottant au-dessus d'un sol qui lui-même est modelé légèrement. Entre le naturel et l'artificiel, il y a un dialogue. Mon frère, qui est un peu plus âgé que moi, avait déjà commencé l'école d'architecture. Il terminait quand je suis rentré. Bon, l'origine, pour lui et pour moi, c'est l'amitié que nos parents entretenaient avec un architecte de Nancy qui s'appelait Jean Marconnet, pour qui ils avaient acheté un appartement dans un immeuble en construction métallique. C'était un des premiers bâtiments de la période moderne à Nancy, en acier. Il y avait à peu près à la même période le bâtiment de Prouvé pour ce qu'on a appelé le Building Joff. Et on suivait le chantier, c'était acheté sur plan, donc on allait, mon frère et moi, sur le chantier. Au fond, c'est une chose qui nous a attirés, et l'amitié de cet architecte nous a incités tous les deux à se lancer dans les études d'architecture. On ne s'est pas beaucoup posé de questions, à vrai dire. Et l'autre raison, c'était que j'ai une passion pour le dessin depuis toujours. Dans la période du lycée, je dessinais beaucoup. Et je voulais un métier où le dessin était un des piliers. Et en même temps, je voulais quelque chose de réaliste, de réel, quelque chose de concret. Et pas, je ne serais jamais rentré aux Beaux-Arts, par exemple. Parce que ça me semblait loin de la réalité. Tandis que là, l'architecture, c'était un domaine qui associait le dessin et le concret. Toi, comme Emmanuel, vous rentrez à l'école d'architecture de Nancy à des moments quand même un peu clés, je dirais, dans l'histoire. 73, c'est l'école de Camille, pour toi, c'est l'école que Éperon est en train de lancer. Il a déjà 4-5 années derrière lui, donc ça commence à être bien rodé. 84 pour Emmanuel, c'est le démarrage d'une nouvelle équipe d'enseignants, mais c'est aussi de nouveaux enseignants qui viennent de l'extérieur. Peut-être tu peux un peu nous parler de cette aventure assez étonnante qu'a été la naissance de Nancy avec Éperon, Boudon. Oui, bien sûr, c'était une période charnière, puisqu'on était juste après 68. L'école venait de se former. La direction pédagogique était menée par Jean-Pierre Éperon, qui nous a beaucoup aidés dans nos études, avec qui on avait une particulière amitié. Du point de vue intellectuel, il y avait une espèce de bouillonnement assez intense à travers l'importance de la philosophie qui était prise en compte dans l'école, avec un enseignant, Jean-Pierre Marchand, philosophe, qui était quelqu'un dont on a toujours été proche. Il y avait une tendance à la réflexion plus qu'au dessin, à vrai dire. Une tendance avec Boudon à donner une dimension intellectuelle forte à l'enseignement de l'architecture. Mais au fond, le projet manquait un peu à cette époque. Et c'est pour ça qu'on s'était mis un peu à part de l'enseignement, au fond, normal, entre guillemets, en sollicitant Jean-Pierre Éperon pour suivre directement nos projets. On n'a pas participé à certains studios traditionnels dans la fin de nos études. Les 2 dernières années, on les a faites indépendamment des studios de l'école, ouais. en proposant à Jean-Pierre Éperon de faire des concours. C'est une chose qui, à l'époque, était ouverte aux étudiants. Et Jean-Pierre nous a accordé cette libéralité de faire des concours et non pas des studios. Et c'est lui qui validait les projets. Et au fond, on a gagné le premier concours, qui était un concours fait avec mon frère à Rochefort, pour ce qu'ils appelaient la grande forme, qui était publié dans AMC. Et ça nous a permis de poursuivre avec le PAN,
ce qui était à l'époque le PAN, et non pas l'Europan, mais qu'on a gagné également l'année suivante, et qui nous a permis de construire immédiatement après la sortie de l'école. Donc on a été très vite à terminer nos études. Moi, Christine Rousselot et Marie-Hélène Contal, qui est devenue après une des directrices de l'IFA. Emmanuelle, c'est différent puisqu'elle a commencé ses études à Paris-Belleville. Et c'est là qu'on s'est connus. Et elle est venue dans une période où le projet était déjà bien installé dans l'école, avec la personnalité de Christian de Villers, qui était un des enseignants majeurs de l'école à cette époque-là. Qui va être son directeur de diplôme. Il sera son directeur de diplôme. Ouais. Et Emmanuelle a fait un diplôme un peu par hasard sur un sujet dont elle avait entendu parler, qui était le projet de réaliser un concours pour le Musée des Beaux-Arts de Nancy, mais qui n'était pas lancé. Donc elle avait récupéré le programme et basé son diplôme là-dessus. Puis le concours a été lancé, donc au fond, son diplôme a été... on a eu la chance de gagner ce concours. Oui. Et elle a pu réaliser le diplôme en se concentrant sur des parties spécifiques, en particulier les éléments importants du projet, qui sont les 4 salles du jardin, qui sont des objets extrêmement dessinés. Mais j'avais relevé dans le diplôme d'Emmanuelle une phrase de Jean Prouvé, qui me semblait bien caractériser ce basculement, ou cette continuité entre les études et la réalité de l'architecte, qui dit « Il ne faut pas dessiner des utopies, car l'évolution n'est possible que quand on réalise ses idées ». Et j'ai trouvé que cette phrase-là caractérisait bien peut-être votre goût et le tien, la manière dont les études sont menées, vraiment tendues vers l'approche du réel. On a ce sentiment. Et tu dis, le PAN 10, vous le gagnez en 78, c'est ça? Oui. C'est ce qui vous amène à construire quoi, alors, du coup? Le projet du PAN portait sur un projet d'urbanisme qu'on avait appelé, bizarrement, urbanisme interstitiel. Ouais. C'est-à-dire l'idée qu'on pouvait construire la modernité dans une ville existante, une ville ancienne, sans tout démolir. Parce qu'à l'époque, c'était une vision plutôt de la tabula rasa, et on construisait un quartier neuf. Et au fond, quand on a développé cette idée-là, on a pu construire un premier bâtiment à Nancy, qui était dans une parcelle d'angle très compliquée à résoudre, qui était l'occasion avec Christine Rousselot et Jean-Marie Roussel de faire notre premier bâtiment. Et puis on a pu, avec Emmanuelle, développer le concept d'urbanisme, de ce type d'urbanisme en intervention ponctuelle dans l'existant, beaucoup plus tard à Montreuil avec Alvaro Siza, où au fond on a repris la thématique d'un urbanisme fragmenté, qui donne une cohérence à travers des petites interventions qui créent du sens globalement. Et ça s'est fait pendant presque 20 ans quand on a redessiné le centre-ville de Montreuil. Et alors ces études, elles se terminent, on a parlé un peu du TPFE, du travail personnel de fin d'études d'Emmanuelle. Le tien, c'était pratiquement pas une œuvre réelle, en tout cas c'était une étape. Oui, c'était une réponse à un concours. C'était le hasard. On avait l'occasion de répondre à un concours en Vendée. Voilà. À Chalain. Oui, à Chalain. Pardon. C'était un marché aux canards. Oui. Voilà. Et bon, mais je dois dire que c'est quelque chose qu'on a fait très rapidement. Au fond, tu as évoqué la phrase de Jean Prouvé. Et ça, c'est quelqu'un qui était important pour moi dans mes études, parce que, ne trouvant pas tout à fait ce que j'attendais, en particulier sur la question de la réalité et de la construction dans les études de l'architecture, j'allais le rencontrer. Le samedi, il me recevait très, très gentiment avec sa femme dans sa maison à Nancy, quand il revenait de
de Paris, de son bureau parisien, et on passait des samedis après-midi, de nombreux samedis après-midi, à parler d'architecture. Et aussi à parler de cette période qui était importante pour moi, de l'école de Nancy. Parce que, en fait, la première fois que je l'ai rencontré, c'était pour le questionner sur son père, Victor. Ah oui. Et sa femme participait beaucoup à cet échange parce qu'elle était non seulement élève de Victor Prouvé, mais elle était fascinée par Victor. Elle était presque plus amoureuse du père que de Jean. Et elle était une femme extraordinaire, de modestie et de gentillesse. Et je suis resté très proche de la famille Prouvé. On a travaillé avec Claude Prouvé pour faire justement le musée des Beaux-Arts de Nancy et Jean-Luc André, bien sûr. On a travaillé avec Nicolas Prouvé, son fils, pour le musée du Havre. Et avec Simone pour faire des tapisseries dans 2 de nos bâtiments. Donc notre amitié pour la famille Prouvé et la famille André, c'était aussi important pour nous. Et de Prouvé, j'ai appris beaucoup. C'est-à-dire, j'ai appris pas tant une technique concrète, mais plutôt une philosophie de la vie, une philosophie de la pensée du projet, et d'une approche technique qui est concrète et réaliste et informelle. Disons que c'est pas la forme qui guide la réalité technique, c'est la forme vient de la nature, de la matière avec laquelle on construit. Et ça, c'était une des leçons qui était pour nous très formatrice. En plus disons, d'une manière d'être, une fermeté dans sa manière de se comporter, mais en même temps une ouverture sociale très importante, qui a été une des raisons de sa faillite d'ailleurs, puisqu'il a été évincé parce qu'il avait construit une structure sociale dans son équipe et dans ses ateliers, qui n'était plus compatible avec la vision capitaliste des entreprises qui ont racheté sa société. Et c'était quelqu'un de très droit et en même temps qui s'intéressait plus à l'avenir qu'au passé. Il fallait un peu le questionner sur le passé. C'était pas il n'avait aucune nostalgie et il était intéressé par le présent, par les projets. On a été le voir avec Calatrava. On a beaucoup parlé de l'avenir de l'architecture aussi. Ouais. Ce que tu dis sur Jean Prouvé me fait penser à une dimension qui est importante dans votre œuvre, je dirais, ou dans votre manière d'être en architecture. C'est ce que certains appellent dans d'autres interviews la rencontre, le voyage et la rencontre. Et encore là, hein, il y a donc dans les études, il y a cette inscription dans le réel et pratiquement le chantier, et il y a aussi cette inscription des études dans un univers beaucoup plus large qui est fait de voyages et de rencontres. J'avais noté, hein, tu publies dès 77 un texte sur Cisa, dès 78 un texte sur les Tessinois, et donc il y a toujours ces... je ne sais pas comment on pourrait tu pourras nous en parler, mais comment dire, comme un territoire pratiquement aussi grand que la pratique de l'architecture, un territoire d'exploration qui est l'univers de l'architecture et des architectes. Ça, c'est... Oui, quand on était étudiant, on avait une sorte de petit journal avec Marie-Hélène Cantal qui était simplement affiché sur les murs. C'était même pas imprimé, c'était affiché sur les murs de l'école. Mais on a organisé aussi... Qui s'appelait comment, pardon ? Qui s'appelait Vertugadin. Mais on a organisé aussi des expositions au sein de l'école. On avait invité Robert Krier à exposer ses dessins, que j'aimais beaucoup. On a fait des expositions diverses, et en particulier une qui était assez importante sur l'école d'Amsterdam, qui a fait l'objet d'un petit fascicule avec Christine. C'était une manière aussi d'ouvrir
la culture architecturale, pour nous, d'apprendre des choses à travers la culture architecturale. Et on était très intéressés par l'histoire. Et j'ai toujours été très intéressé par l'histoire de l'architecture. On avait des très bons enseignants d'histoire, Henri Claude, Joseph Abraham, qui est devenu un des grands historiens et critiques français. Et cette dimension-là, c'est quelque chose qui nous a toujours passionnés et on a poursuivi. Et à travers l'enseignement, j'ai aussi poursuivi cet intérêt pour l'histoire en ayant à la fois en parallèle des cours sur la culture architecturale, disons pas l'histoire, je ne suis pas historien, mais la culture, et des cours de projet proprement dit. C'était une des dimensions du projet d'Éperon, ça, l'histoire, l'ancrage à nouveau dans l'histoire. C'est d'autant plus intéressant que ça intervient, ce regard que vous portez, que tu portes sur la culture architecturale, après la rupture de 68. Oui. C'est-à-dire que vous avez, peut-être pas le courage, mais en tout cas l'ambition d'aller rechercher et réexplorer. Oui, ressourcer le projet dans son histoire, dans sa longue histoire et dans sa culture. C'était une période compliquée parce que c'était la pleine gloire du postmodernisme, qui avait une vision un peu graphique du rapport à l'histoire. C'était une histoire à travers des concepts graphiques. Ça ne nous intéressait pas du tout. Et il a fallu quand même faire des efforts pour sortir de cette ambiance qui dominait quand même la scène architecturale du début des années 70. Et ça s'est fait aussi, pas seulement à Nancy, mais à Paris, à travers des figures qui émergeaient, avec qui on est devenu très proche, comme Christian de Porzenparc, dont j'étais l'assistant plus tard, et qui lui aussi était un homme de culture et qui a donné une très grande force au projet à travers les publications qu'on a vues à ce moment-là de ces premiers projets qui étaient très marquants pour nous. Mais en même temps, tu parlais des voyages parce que ça, c'était encore étudiant où on a beaucoup voyagé. Et à ces occasions, on a proposé à la revue AMC, en particulier à Jacques Lucan, qui était quelqu'un de très important pour nous, très proche, d'aller à la rencontre d'architectes pas connus à cette époque. Oui. Et on avait vu dans la bibliothèque de l'école une petite revue italienne qui montrait le travail d'un Portugais dont on ne voyait pas grand-chose, simplement qu'il y avait un peu l'esprit de Alvar Aalto. Et ça me plaisait beaucoup. Donc on a proposé d'aller rencontrer cet architecte avec Christine Oncelot et on a fait un voyage pour l'interviewer. Et c'était la pleine période des salles au Portugal, après la Révolution, des premiers projets de logements sociaux construits à la fois à Porto et puis le démarrage du grand projet d'Évora, de quartier Malaguer à Évora. Et parce que cet architecte, il s'appelait Alvaro Siza. Ah. Je ne l'ai pas dit. Effectivement. Donc, on n'a jamais travaillé dans son bureau, mais on est resté très longtemps avec lui pour faire cette interview, pour connaître son œuvre. Et puis, plus tard, on a proposé au rédacteur de l'Architecture d'aujourd'hui de consacrer un premier numéro spécial de l'Architecture d'aujourd'hui à son œuvre, en 1980, et 10 ans plus tard, un deuxième numéro spécial sur son travail. Et après, on est resté très proche de lui toute notre vie. Il nous a accompagnés pendant toute notre vie d'architecte. C'est plus qu'un rapport professionnel, c'est un rapport à la fois d'amitié, de confiance, d'exemple. C'est-à-dire, c'est vraiment pour nous l'exemple, un peu comme Jean Prouvé, d'un homme clair et droit et qui consacre sa vie à l'architecture et qui a une vision des choses où tout le réel est pris en compte. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne fait pas le tri entre le bien et le mal, entre ce qui est bon dans un site et ce qui est mauvais. Tout participe à l'enrichissement du projet. Et ça, c'était une très grande leçon et on l'a prolongé à travers le travail qu'on a développé pendant près de 20 ans à ses côtés pour construire le centre-ville de Montreuil.
c'est une expérience unique. Ouais, ouais. On a l'impression que vous installez comment dire, des liens professionnels et amicaux et qui se développent et évoluent aussi sur la durée. C'est pas, par exemple, on pourrait parler de Ejduk, que tu as rencontré à la fin de tes études, enfin, ou déjà diplômé. Déjà diplômé, tu es parti 1 an à Ça, la c'est une Cooper autre Union. aventure, parce que on avait beaucoup de rapports amicaux avec Bernard Huette. Et j'avais exprimé à Bernard Huette le souhait de pouvoir travailler ou rencontrer ou interviewer, publier Luis Barragán à Mexico. Bernard Huette est nous a soutenus dans cette hypothèse, dans ce projet. Et il avait trouvé le moyen, à travers la bourse de la Villa Médicis hors les murs, de pouvoir permettre cette rencontre matériellement. Malheureusement, Luis Barragán, que j'ai contacté à ce moment-là, était déjà malade et il avait convenu déjà des conventions avec Vitra pour publier ses œuvres, etc. Donc ça ne s'est pas fait. Et le jury qui nous avait accepté nous a demandé de proposer une autre hypothèse. On a commencé par proposer de travailler avec Bob Wilson à New York, parce que j'étais là aussi très marqué par moi et mon frère d'ailleurs, par son œuvre, qui a presque démarré à Nancy, lors du Festival du théâtre de Nancy. Et on a suivi Wilson, que j'ai rencontré plusieurs fois, là aussi, presque toute notre vie, et encore récemment. Le jury a refusé Bob Wilson sous le prétexte que c'était pas un architecte professionnel. Ouais. Pourtant, j'aurais dit, il est diplômé, mais il n'est pas reconnu comme architecte. Ouais. Donc, à la fin, on a convenu que j'ai proposé de travailler avec John Hejduk, qui n'était pas non plus un architecte professionnel, et qui avait une dimension qui me passionnait du rapport au dessin et à la poésie, à la littérature, à un domaine plus large que celui de l'architecture stricte. Donc j'ai passé quelques mois à ses côtés à la Cooper Union, non pas comme étudiant, mais comme travaillant à l'aider à publier un de ses projets qu'on souhaitait traduire en français, qui est le Lancaster and Overmask. Et finalement, ça ne s'est pas fait à Paris, ça s'est fait au Canada. Ces personnalités, si tu veux, ils sont un peu en dehors de la profession, du strict cadre professionnel. Même Barragán, c'est une personnalité qui avait une manière de travailler très solitaire, très indépendante, entourée d'artistes, entourée de Matthias Goeritz, avec qui on a lié beaucoup d'amitié plus tard. Je l'ai rencontré et on a échangé très longtemps par courrier, avec Chucho Reyes, qui était un peintre, et tous ces gens-là travaillaient dans l'agence, ils étaient partenaires de l'agence. C'était une manière de faire l'architecture qui associait l'architecture comme objet construit à un domaine large qui est le domaine de l'art, le domaine de la sculpture, de la peinture, et aussi de la pensée, parce que même s'il a très peu écrit, la réflexion que l'on trouve chez Barragán, ou que l'on trouve d'une autre manière chez John Hejduk, se traduit aussi par une vision très, très intellectuelle, très philosophique du rapport à l'architecture. Comment dire, chez Hejduk, il y a tout un travail aussi sur la fiction, sur les personnages, qui est passionnante, je dirais, enfin, je serais curieux de savoir comment elle a influencé votre manière de projeter le récit, la question du récit dans l'architecture. C'est cette question-là. Chez lui, c'était exprimé par les textes. Il y a à la fois les dessins et les textes qui sont en parallèle. Et une réflexion sur également le théâtre. Parce que, au fond, il créait des scénographies. C'est ce qui nous rapprochait de Wilson. Dans cette période à New York, dans les années 80, c'était un foisonnement absolument inouï. Il y avait Laurie Anderson, que je croisais à New York, qui avait
il y avait des spectacles de Meredith Monk. Et puis j'ai rencontré, là aussi en envisageant de faire venir en France, mais ça ne s'est pas fait, des musiciens, des hommes de spectacle. C'est au fond apparemment éloigné de l'architecture, mais c'est en même temps très, très important que l'architecture se nourrisse d'autre chose que de simples éléments professionnels au sens strict disons, l'architecture fait partie d'un domaine culturel très très vaste et elle s'en nourrit. Hein. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que les architectes qui ont cette ouverture de curiosité, hein, d'intérêt. Et en même temps, vous faites partie de ces architectes qui donc ont cette double approche de creuser le sillon, je dirais, de l'art de projeter, de l'architecture, et en même temps d'élargir le champ de référence ou d'interaction, de porosité avec, sans abandonner l'un ou l'autre. La Cooper Union, de ce côté-là, c'était une école extraordinaire, parce qu'on avait John Cage qui venait à l'école, et il faisait une lecture de Franz Kafka en allemand, en le chuchotant dans un micro. Oui. Bon, c'était un événement inouï, parce que en tant que Français, on arrivait d'une formation cloisonnée. Au fond, on avait même séparé l'école des beaux-arts de l'école d'architecture, ce qui est une stupidité. Et New York, c'était l'inverse. C'était une atmosphère où les gens travaillaient ensemble. Hein. Bob Ashley, qui est le musicien que je vais rencontrer, travaillait avec des scénographes, travaillait avec des danseurs. Voilà, c'était toute cette atmosphère de mariage, de proximité entre les différents arts qui m'intéressaient. Et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin en architecture. On a pu faire on a essayé de le faire un peu avec la collaboration avec un ami sculpteur qui était notre collaborateur régulier, qui s'appelait Yoshi Okuda, qui est un sculpteur qui vivait à ce moment-là à Nancy, maintenant il est à Osaka. Mais on a travaillé, nous et Jean-Luc André aussi, régulièrement avec ce sculpteur, autant qu'on pouvait, parce que c'était pas accepté par les maîtres d'ouvrage. Il fallait un peu forcer la porte pour que des artistes puissent intervenir. Ce qui est une absurdité, parce que, par exemple, je parlais de l'école de Nancy, mais toute l'école de Nancy, c'était justement la démonstration de l'intérêt de l'association des artistes et des architectes. Et cette grande tradition, elle a été brisée par deux choses. D'une part, après 68, par la séparation avec les Beaux-Arts, mais aussi par le fait que tous ces domaines sont devenus des domaines administratifs, où l'administration a mis les gens dans des cases, et pour faire venir un artiste dans une œuvre architecturale, il faut que ça passe par un comité, etc. Et ça ne passe jamais par simplement l'amitié ou la proximité des artistes et des architectes. C'est plus possible, c'est interdit par le ministère de la Culture. Et on voit cet artiste, on le retrouve dès le début, dès votre première œuvre, rue des Tiercelins, l'immeuble de logement rue des Tiercelins, livré en 82. Pour ta part, tu sors de l'école en 79 et le chantier est livré, enfin l'édifice est livré en 82. Donc oui, c'était la suite directe du plan. Voilà, une insertion directe. Oui. Quand on regarde je ne sais pas si c'est le plan, mais j'ai souvenir d'un plan qui était publié dans un ouvrage de Jean-Pierre Pranlat, dans lequel on voit le plan urbain de Nancy, un peu à la manière de Giambattista Nolli, avec plusieurs interventions, dont celle des Tiercelins. C'était ça C'était la suite de ce travail sur l'urbanisme interstitiel. Le maire nous avait demandé de s'intéresser plutôt sur la ville neuve, la ville ancienne, mais qu'on appelle les villes neuves à Nancy. De Charles III, oui. Et là, il y avait plusieurs terrains possibles d'intervention
ponctuels qui permettaient d'introduire l'idée d'une architecture moderne dans une ville historique, de patrimoine historique important. Et donc on a étudié plusieurs hypothèses, une seule s'est réalisée. Il y avait une possibilité de faire un bâtiment qui bordait le site où il y avait autrefois les fortifications. Ouais. Et donc c'était une espèce de limite de cette ville neuve. Et la forme du triangle venait de l'histoire, c'est-à-dire de la confrontation entre la trame orthogonale de la vieille ville et un des pans des fortifications. Ce qui était très intéressant, c'est qu'à la fois le promoteur et nous-mêmes, on était novices. C'est-à-dire le promoteur faisait des pavillons et n'avait jamais construit d'immeuble. Donc ça s'est fait de manière très, très libre et avec très grand intérêt pour nous de la période du chantier. Ça a été un travail très intéressant de suivre comme apprentissage du chantier, puisque là, l'école ne le permet pas. Donc il faut apprendre sur le tas. Tu parles de cet angle entre la géométrie de la ville Charles III et la géographie, on pourrait dire, des anciens bastions. Mais elle est particulièrement contraignante parce que l'angle il est en dessous de 30 degrés. Oui, tout à fait. C'est un travail complexe d'arriver à installer... Mais au fond, on l'avait cherché parce que le terrain d'origine n'était pas la pointe. La pointe était dans l'espace public. D'accord. Et par contre, il y avait dans la rue une espèce d'enclave du terrain qui faisait que la rue était très étroite. Donc on a proposé à la ville de Nancy de faire un échange entre la parcelle qui gênait la rue elle-même et la pointe. Donc le projet était conçu pour accentuer cet angle, parce que l'angle était justement la manière de révéler la présence de la fortification. D'où l'idée de cette bizarre asymétrie de la pointe. Oui, ce plan fort qui ferme. Voilà. Qui est un peu un écho. C'est de l'ordre de la pensée, mais comme dit Prouvé, ça a été réalisé pour faire avancer les idées. Voilà, c'est un peu ça. Ça permet de faire avancer les idées. L'agence est créée en 80, donc dès la sortie des études. Et puis ensuite, avec Marie-Hélène Contal, j'ai l'impression que vous enchaînez. Il y a les thermes de Vittel. Marie-Hélène Contal avait fait un travail très intéressant sur l'histoire du patrimoine architectural de Vittel, avec l'appui de la ville et du directeur de la société Vittel, Guy de la Motte-Boulomier, qui était un personnage extraordinaire et un entrepreneur moderne, ouvert à l'innovation. C'était quelqu'un d'incroyable. Et il nous a confié une première tâche qui était plutôt historiciste d'agrandissement du Grand Hôtel. Puis, l'année suivante, il nous a proposé de travailler sur les thermes, où il y avait un bâtiment qui avait été ajouté à une période donnée, qui était sans intérêt architectural et pas fonctionnellement très valable. Et on a proposé de démolir cette partie-là du site, ce qui l'a un peu surpris, mais qu'il a partagé comme objectif pour faire des termes spatialement fluides, où on pouvait avoir une vision très libre, ouverte de l'espace et des différentes fonctions des termes, plutôt que d'avoir des séries de couloirs avec des salles de part et d'autre. Donc ce projet était très important pour nous parce qu'il nous a beaucoup permis de faire un travail assez complet et puis de nous confronter aussi à quelque chose qui nous passionnait, qui était le rapport au patrimoine. Parce que ça, c'est quelque chose qui, au fond, sur lequel on a poursuivi ce type de travail pendant très longtemps. Et on a récemment restauré une partie de la Grande Galerie pour la ville de Vittel en retrouvant
la marque et la présence de la période 1900 de la Grande Galerie, celle qui a immédiatement succédé au travail de Charles Garnier, et en montrant à la fois la partie Art déco et la partie 1900. Donc ça, c'était un travail passionnant, et le patrimoine, on a fait plusieurs projets à Vittel. Le patrimoine de Vittel, c'est un endroit magnifique. Oui, et c'est vrai que cette question du patrimoine architectural, on la retrouve, d'ailleurs dès Le Pan, hein, et on la retrouve régulièrement. Et je trouve qu'elle rejoint cette question de la rencontre et des voyages. Quelque part, le patrimoine comme une communauté d'architectes avec lesquels vous rentrez en empathie, et donc qui est quelque part tout sauf la recherche d'une authenticité matérielle, mais plutôt une authenticité intellectuelle ou conceptuelle. Je pense que là où ça se voit le plus, c'est dans le projet du Musée des Beaux-Arts. Oui, j'allais dire. Oui. Là, c'est un projet qu'on a fait avec Emmanuel, qui a commencé le travail sur ce sujet. C'était important pour nous de montrer que entre l'œuvre d'Emmanuel Héré, puisque c'est Place Stanislas dans un patrimoine qui est devenu patrimoine mondial, entre l'œuvre d'Emmanuel Héré, celle des années 30 de Jacques et Michel André, qui ont fait la première extension du musée, et puis l'architecture contemporaine actuelle, il y avait une continuité d'esprit. Et ça se voit très bien dans le bâtiment d'Héré, parce que Héré est un architecte moderne, qui a commencé à faire le projet de la Place Stanislas avec une certaine architecture théâtrale, mais qui a poursuivi dans le projet du Palais du Gouvernement une architecture très audacieuse, qui était un bâtiment sur pilotis, entièrement ouvert au rez-de-chaussée, qui permettait le passage de l'espace public entre la place de la Carrière et les jardins qui sont à l'arrière. Et puis, c'était quelqu'un de passionné par les terrasses. Il voulait faire disparaître les toits et avoir une horizontale parfaite. Donc, on ne le trouve pas vraiment Place Stanislas, parce qu'il y a le fronton, mais par contre, dans le Palais du Gouvernement, c'est un bâtiment rectangulaire, très abstrait, horizontal, avec la toiture se voit à peine. Et d'ailleurs, il était déjà critiqué dans la presse de l'époque pour les fuites des terrasses. Et tout ça sur pilotis. Voilà, ouais. Et après, bon, on voit que dans les années 30, Jacques et Michel André, ils ont fait 2 projets. C'est une mauvaise technique de faire 2 projets, un néoclassique et un moderne. En tout cas, le projet moderne, qui était dans l'affiliation de ce qu'ils ont réalisé pour le musée de zoologie, qui est un bâtiment incroyable. C'était un bâtiment complètement vitré au rez-de-chaussée, sur des piliers rectangulaires et un volume opaque au niveau de l'étage. Et au fond, on a simplement... d'abord, on a fait équipe avec Jean-Luc André, Claude Prouvé, par amitié, et aussi, justement, pour poursuivre cette filiation. Et Jean-Luc André est d'une générosité extraordinaire, donc il a accepté qu'on fasse ce travail avec lui. Et au fond, on a poursuivi exactement la même vision d'un volume opaque à l'étage, d'une transparence vers le jardin. Et ça vient, si tu veux, de Héré, André et nous, dans, au fond, une continuité de pensée. Ça, c'est un des éléments du projet. Après, s'ajoute un intérêt qu'Emmanuel avait développé pour le land art ou la sculpture abstraite. Elle avait fait beaucoup d'analyses portant là-dessus. Il y a une évocation aussi, d'une certaine manière, de la sculpture contemporaine de Richard Serra, dans la présence de plans qui ont un rapport à la pesanteur décliné à la fois au sol, soulevé, et à l'intérieur, un 3e plan qui est flottant.
et partant du sombre à la pierre, qui est une valeur moyenne, jusqu'au blanc, qui était autrefois dans le plan intérieur du musée. Donc voilà, tout ça crée une espèce, ça peut apparaître hétérogène, mais au fond, on voulait en faire la synthèse à travers un projet qui était un projet finalement unitaire, qui fait que à la fois la partie du 18e, la partie des années 30 et notre travail était dans une continuité de parcours, au moins de parcours, même si à chaque fois le langage est différent. On retrouve ça un peu au musée Matisse, en tout cas une configuration un peu semblable, peut-être pas la même épaisseur historique, mais enfin en termes d'architecte, mais on retrouve aussi un peu ça, ce plan, ce système de plan en suspension. Oui. On voulait être un peu en retrait, c'est-à-dire que on voulait faire en sorte que le langage architectural soit en retrait par rapport à la forme de l'existant. À Nancy, il y a évidemment le rapport aux fontaines. Si on avait fait un bâtiment écrit, entre guillemets, avec une écriture formelle importante derrière les fontaines, c'était absurde. On brouillait la vision des fontaines depuis la place. Donc on a fait un plan neutre, avec un matériau, de la pierre, très proche de la pierre de la place. Pour Matisse, c'était un peu semblable. Il y avait un existant complexe avec un palais qui était le palais Fénelon, un magnifique bâtiment. Il y avait une école du début du siècle, tout en briques, très nordique dans son écriture. Il y avait d'autres bâtiments, un ancien marché, etc. Tout ça autour d'une cour. Et au fond, on a voulu faire un lien entre ces éléments. Donc les bâtiments qui ont été construits on avait le choix de démolir d'ailleurs, on n'a pas choisi la démolition, on a inséré des plans, un au sol et l'autre un peu suspendu, faisant le lien entre ces différentes périodes. Et je pense que le résultat est que quand on rentre dans l'édifice, on voit bien qu'il y a un bâtiment moderne, mais on voit l'ensemble comme un tout, et non pas comme une juxtaposition d'époque. Rapidement, et qui va prendre beaucoup d'importance dans ton travail, en parallèle de l'œuvre de l'agence Emmanuel et Laurent Baudouin, c'est la question de l'enseignement qui apparaît tout de suite après ton diplôme, hein, dès 84, tu es en situation d'enseignement. Peut-être qu'on peut un peu parler de ça, et notamment de la manière dont ça va informer aussi la pratique du projet de l'agence. Bon, l'enseignement, j'ai cherché à rejoindre l'enseignement très tôt. Et j'ai eu la chance que Christian de Portzamparc me propose d'être son assistant quand il a commencé à enseigner à Nanterre. On a travaillé ensemble, je crois, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour poursuivre la Cité de la musique. Et à la suite, j'ai repris l'atelier. C'était une école des beaux-arts à l'époque, dans sa structure. Donc on travaillait dans un atelier avec une cohérence verticale du rapport entre les étudiants, et au fond c'était assez efficace du point de vue de la pédagogie. De la première à la 5e ou 6e année. Il y avait une espèce de cohérence du contenu de l'enseignement, de la pédagogie, d'une année sur l'autre, d'un studio à l'autre. Et donc, les étudiants avaient une vision claire de ce qu'on voulait faire. Et quand l'école a fermé, je connaissais pas beaucoup de monde. À Paris, je connaissais Jean-Louis Cohen et Jacques Lucan. Oui. C'était mes 2 amis et proches, justement à travers l'intérêt que j'avais pour l'histoire de l'architecture. Et donc j'ai questionné Jean-Louis, qui était professeur à UP1 à l'époque, qui est Malaquais,
et Jacques Lucan, qui était à Belleville, et au fond, j'ai un peu hésité. Et j'ai rejoint Jacques Lucan un peu par hasard, n'ayant aucune connaissance de la présence d'Uno dans l'école. C'était pour travailler avec Jacques que j'avais rejoint cette école. Ouais. Et puis, au bout d'un an, j'ai vu que l'enseignement dans un studio autonome faisait perdre la cohérence verticale que j'avais appréciée avec Christian de Portzamparc. Et le seul enseignement qui fonctionnait de cette façon-là, c'était le groupe Uno. Donc, je les ai contactés pour leur demander la possibilité de travailler avec eux. Ils m'ont accepté dans le groupe. Et ça a été évidemment un changement très important pour moi, parce que j'ai, à travers l'équipe d'enseignants qui était à Uno, appris à enseigner. Parce que c'est ça la question. Ouais. C'est qu'on n'est pas enseignant comme ça, les mains dans les poches. C'est qu'il y a une façon d'apprendre à enseigner ou d'apprendre à apprendre qui est importante à constituer. Et au fond, ça ne fait qu'il y a que très peu de temps où je me sens capable d'enseigner réellement. Ouais. Grosso modo, à peu près au moment où l'État me demande d'arrêter. Donc, au bout d'un an, j'ai travaillé avec Edith Girard, Henri Siriani, Jean-Patrick Fortin, Claude Vier, Laurent Salomon, Alain Dervieux, qui constituaient une équipe absolument unique dans l'enseignement français, parce qu'il y avait du contenu dans l'enseignement. Il ne s'agit pas juste de corriger des projets d'étudiants, il s'agissait d'apporter de la connaissance et une sorte de méthodologie intellectuelle et graphique. Il y avait une attention très grande portée au dessin, portée à ce que le dessin apporte aux visiteurs dans l'appréhension physique de l'architecture. C'est-à-dire, l'architecture, c'est pas que du dessin construit, c'est du ressenti spatial, d'une mise en place de l'espace dans la lumière. Et toutes ces questions étaient pour moi fondamentales et développées au sein du groupe Uno. Le travail sur le rapport entre l'architecture, l'espace et la lumière, c'était au cœur de l'enseignement du projet, à travers le dessin. Ouais. Il y avait aussi une progressivité, puis, une véritable didactique. Il y avait une structure verticale qui permettait, pour un étudiant qui suivait d'un bout à l'autre l'enseignement, d'avoir une espèce de bagage complet. Et il y avait aussi des peintres qui travaillaient dans le groupe. Didier Sensé participait à tout l'enseignement et apportait aussi une connaissance un peu latérale, mais complète aux étudiants. Il y a certains auteurs qui disent que Uno, avec justement la charpente didactique très, très concrète, logis, images, 30-30, 4 logements, bâtiments linéaires, équipements, pièces urbaines, je ne les connais pas par cœur, je me l'étais noté, ça amenait à une virtuosité de la conception architecturale. C'est à la fois positif et négatif, parce qu'il y a effectivement, comme tu le dis, une virtuosité, mais la virtuosité, c'est aussi un danger. Ouais. Donc, les étudiants qui étaient un peu autonomes quittaient souvent le groupe pour passer une année de réflexion ailleurs, en particulier chez Bernard Porte, qui était un de nos partenaires, entre guillemets, mais qui était comme une soupape de respiration avec des exercices extrêmement intéressants. Voilà, mais c'est vrai que le revers de la médaille, c'est au fond une sorte d'illusion qu'il y ait derrière tout ça une dimension formelle et pas simplement intellectuelle. Et je pense que ça peut être un danger pour certains des étudiants du groupe. C'est-à-dire
de penser que la mise en place d'un langage formel devenait une manière de style ou d'écriture. Donc évidemment, c'est extrêmement dangereux. Moi, j'étais immunisé contre ça parce que je n'ai pas été l'étudiant d'Henri Siriani, Oui. et je venais plutôt de la culture portugaise, entre guillemets, ou de mes amitiés avec les Tessinois, Botta, Vacchini. Donc au fond, j'avais divers, comment dire, centres d'intérêt. Et dans le projet, ça nous a permis de garder une relative distance avec l'écriture, disons, d'Uno comme thématique. Néanmoins, du point de vue théorique, on a mis en pratique l'enseignement très vite, par exemple à travers la médiathèque de Poitiers. Oui. Dans les studios, je suivais tout particulièrement l'exercice pendant de nombreuses années appelé le 30-30, qui est un travail sur la bibliothèque, mais surtout sur l'espace moderne et le plan libre, un enseignement du plan libre, qui était développé d'une manière extrêmement détaillée et presque obsessionnelle par Henri Siriani. Et ça, c'était un exercice fondateur, fondamental, essentiel à la structure même d'Uno. Et bon, on l'a très simplement mis en pratique d'une certaine manière à Poitiers. Et ça s'est passé, le concours s'est passé après un voyage que nous avons fait avec Emmanuel en Inde et au Japon, chez Ando. Mais en Inde, effectivement, on a visité évidemment Louis Kahn et Le Corbusier. Et là, l'exemple des Miloners de Le Corbusier nous a servi de point de départ au projet de Poitiers, en installant un bâtiment qui était une sorte de carré théorique, de cube théorique, et qui nous a permis de mettre en pratique l'enseignement du plan libre, où au fond chaque élément ponctuel de la structure a une raison d'être précise et a une signification spatiale dans le mouvement du visiteur, dans la manière dont on appréhende l'espace à la fois horizontalement et verticalement, dans les 3 dimensions de l'espace. Au fond, l'essentiel de tout ce travail, c'est de penser l'architecture comme un espace en 3 dimensions, c'est-à-dire la profondeur, la largeur, la hauteur, mais aussi en tenant compte de la dimension temporelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert petit à petit et auquel on a accordé au fur et à mesure de notre travail, beaucoup d'importance. C'est-à-dire l'idée qu'on construit à la fois de l'espace, mais aussi on construit du temps. On modifie la temporalité ressentie, évidemment pas le temps réel, mais le sentiment du temps. Et dans une bibliothèque, c'est très important parce que il faut passer d'un temps social, d'un temps naturel, qui est le temps de la vie urbaine, de la vie de tous les jours, à un temps différent qui est celui de la lecture. Parce que la lecture demande un temps dilaté, un temps où on a le sentiment d'avoir du temps. Et ça, c'est quelque chose que l'architecture peut apporter à travers un dispositif de transition, c'est-à-dire quand on a la manière de rentrer dans le bâtiment pour ne serait-ce qu'atteindre les espaces de lecture, ça crée une durée qu'au fond, on a rallongé par les dispositifs des rampes, qui sont des systèmes qu'on a utilisés dans presque tous nos bâtiments, pour que le visiteur ait à la fois le sentiment que le temps dont il dispose
le tranquillise, disons, se dilate au sens d'être simplement plus vaste, plus ouvert, d'avoir plus de temps. Et en même temps, la rampe, elle permet de ressentir son corps. C'est-à-dire d'avoir un autre rapport à la gravité, et donc d'avoir le sentiment d'une présence physique. Et l'architecture entretient avec le corps un rapport qui me semble très important. Ça passe par le mouvement, la rampe évidemment, mais le mouvement. Ça passe aussi par le rapport à la matière, hein, la présence de la matière naturelle, la pierre, les matériaux, le bois, les différents rapports tactiles et physiques à la matière. Et puis, ça passe par la lumière. Donc, dans les dispositifs introduits dans les bâtiments, on attache beaucoup d'importance à obtenir différentes atmosphères lumineuses, différentes introductions de la lumière dans le bâtiment. Et à Poitiers, c'est la chose qu'on a le plus développée, puisque des 3 façades du bâtiment, le bâtiment étant accolé à l'existant du côté sud, on a des dispositifs de lumière qui sont différents. La lumière du jardin, c'est une lumière blanche, diffuse, douce. La lumière du nord, c'est une lumière où le soleil se réfléchit sur une paroi suspendue. Donc, c'est au nord qu'on voit le soleil. C'est le paradoxe sur lequel on a joué, en écartant le voile de la façade des structures du bâtiment. Et à l'ouest, on a des dispositifs où la lumière rentre dans des alcôves et crée des sortes de grottes dédiées à l'audiovisuel, dans lequel la lumière devient une espèce de répondant à la lumière artificielle des écrans qui sont dans les salles de la partie audiovisuelle du bâtiment, comme des petits soleils intérieurs. Donc ça. Et à la fin, on a aussi un dispositif en toiture, puisqu'il y a une grande terrasse qui est dédiée à l'usage du personnel de la bibliothèque. Et dans cette terrasse, il y a des puits de lumière, un peu comme des sculptures de Gaudi sur ses toits, qui amènent de la lumière colorée dans l'espace central. Voilà. Donc il y a une espèce d'exercice. Au fond, c'est un projet qui est plus un exercice qu'un bâtiment, sur lequel on a fait des tentatives de décliner des recherches sur le rapport entre l'espace, le temps et la lumière. Ouais. Est-ce que Poitiers, je dis pas c'est la première fois, mais est-ce que c'est véritablement le point de départ d'un travail très long et puissant sur la lumière que vous allez avoir au travers d'énormément de projets? Oui, Poitiers et Nancy, qui se sont faits à peu près en même temps, sont des travaux sur la lumière, et en même temps sur la réflexion par rapport à 2 types de programmes qu'on a beaucoup développés, qui sont les bibliothèques et les musées, qui ont des rapports très différents à la lumière, évidemment. La lumière d'un musée est plutôt une lumière qui doit être verticale. On éclaire des parois dans les musées d'art. Je parle des parois qui sont verticales, qui reçoivent des œuvres. Donc, elle doit avoir un parcours spécifique dans le bâtiment. Et après, elle doit être neutre du point de vue de la couleur. Alors que dans une bibliothèque, on peut introduire la couleur. On peut lire dans d'une lumière colorée. Et au fond, c'est très différent. La lumière d'une bibliothèque, c'est une lumière horizontale. Et on est là pour éclairer des choses qui sont à l'horizontale et pas à la verticale. Donc, les dispositifs architecturaux qui permettent d'introduire la lumière dans ces 2 types de bâtiments sont évidemment différents. Après, à Nancy, c'était très particulier parce que le bâtiment est assez épais. Donc, la lumière venait a priori du jardin, mais si la lumière ne venait que du jardin, c'était catastrophique parce que il n'y a rien de pire que de lumière forte qui éclaire que d'un côté une salle. Donc, on a décalé la façade de l'étage en avancée pour atténuer la lumière du jardin. Et par contre, on a créé des ouvertures dans les espaces intérieurs
pour assurer une sorte de pénétration à travers une fente verticale, et puis des objets qui sont latéraux, tout ça sur un volume suspendu lié au jardin. Donc cette lumière, si tu veux, elle pénètre de différents endroits dans le bâtiment pour équilibrer la présence de la profondeur. Et au fond, il y a beaucoup de lumière, même si on est très loin, très en profondeur dans le bâtiment. Et ces lumières, elles ont des apports un peu variés. Quelquefois, il y a des puits de lumière sur les sculptures, et quelquefois, ce sont des lumières justement réfléchies sur des parois décalées, comme la grande façade qui est suspendue dans le vide, au fond, est séparée de l'intérieur du bâtiment. Elle est à la fois une poutre, parce qu'elle porte les niveaux de l'étage, mais elle est aussi suspendue, et elle sert de réflecteur à la lumière. Je vois aussi dans l'apport de Huno, c'est peut-être un peu simplifié, mais quelque chose qui était important dans la pédagogie de ce groupe, qui est ce qu'ils appellent le point de vue projectiel privilégié ou le foyer spatial. Et j'ai le sentiment que plusieurs de vos projets travaillent de manière assez aboutie, appuyée sur cette question, voilà, qu'il y a quelque chose à un moment dans l'intériorité qui est privilégié et qui va se déployer. Oui, c'est ce terme de foyer spatial qui était très utilisé, aussi très important, par exemple, pour Édith Girard, qui attachait beaucoup d'importance à ce travail. Pour nous, il est lié au rapport à l'espace public. On a la volonté de faire en sorte que les bâtiments publics soient perçus, soient ressentis comme des prolongations de l'espace public. Qu'il y ait l'idée que l'espace public se prolonge naturellement dans le bâtiment et qu'on est invité à rentrer dans ce type de bâtiment. Les projets ne sont pas conçus comme des monuments avec lesquels il faut franchir une porte, un escalier pour l'atteindre, etc. Au contraire, on a toujours cherché à faire en sorte que le dehors et le dedans soient dans des rapports fluides. Et ça a traversé tous nos projets. Et d'où l'importance du fait que les bâtiments sont souvent soulevés. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas beaucoup le sol pour accentuer cette fluidité, cette continuité du dedans et du dehors. Et après, l'intérieur devient un espace public. L'intérieur, c'est ce que tu as cité comme le foyer spatial, c'est un espace urbain intérieur. Donc ça, c'est fondamental parce que ça donne à l'architecture une lisibilité intérieure. Donc, au fond, il y a à l'intérieur d'un bâtiment l'équivalent d'une place à l'intérieur d'une ville. Dans une place urbaine, on a un espace contenu, entouré de bâtiments qui ont des fonctions différentes, un théâtre, une mairie, une bibliothèque, des commerces, un café. Et quand on rentre dans un bâtiment, on a le même dispositif. Au fond, on rentre dans un espace où il y a dans tous nos projets un vide intérieur, un creux, un volume qui n'est constitué que de vide, dont la périphérie sont l'équivalent des façades des bâtiments publics d'une place urbaine. Donc ça, on l'a développé à la fois dans le projet et dans la pédagogie. Dans nos projets, au fond, quand on a pu développer des bâtiments publics, c'était toujours cette idée qu'on pourrait qualifier de presque sacré à l'espace. C'est-à-dire que ce n'est pas une dimension religieuse comme une église, néanmoins, quand on entre dans une église, qu'elle soit gothique ou de la Renaissance, on est entouré en périphérie de façades. Au fond, la coupe intérieure d'une église, prenons une église de la Renaissance,
Elle utilise le même langage que le langage extérieur, et on est dans une place intérieure avec des fenêtres qui nous regardent, des ouvertures, des portiques, des colonnes. On a tout le langage de l'architecture extérieure qui se retrouve à l'intérieur de l'édifice. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu développer, avec en plus dans l'architecture ancienne l'unité de matière. C'est-à-dire que la pierre, par exemple, d'une église romane, c'est quelque chose, c'est la même pierre que vous avez dehors et dedans. Et donc on est dans une unité de matière. C'est très difficile de l'obtenir en architecture contemporaine pour multiples raisons, pour ces questions d'isolation thermique, etc. Et donc il faut travailler le sujet comme étant un réel objectif. Je pense que là où on a le plus réussi cette idée, c'est récemment dans la médiathèque de Grasse. Oui. Parce qu'à Grasse, on a une minéralité à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. On a des dispositifs, pas évident à mettre en œuvre, mais qu'on arrive à faire pour que on soit dans un bâtiment parfaitement thermiquement isolé, mais en même temps où on ait ce sentiment d'être à l'intérieur d'un espace minéral qui est une écriture là aussi liée au contexte et évidemment en référence à l'architecture romane, cistercienne qu'on trouve dans le sud de la France et qu'on voulait prolonger, réintroduire dans ce bâtiment qui est en plein cœur de la vieille ville. Cette question de la minéralité, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup appris grâce à Ando. On a connu Ando dans les années 80 et on l'a visité, on a eu beaucoup de liens avec lui avant qu'il devienne une star internationale. L'architecture d'Ando, c'est une architecture où la matière, le rapport à la matière, le rapport physique à la matière est très puissant et en même temps paradoxal, parce que c'est tout en béton, comme tu le sais. Et néanmoins, c'est un béton très particulier, surtout les projets au Japon au début, qui semble encore liquide, qui semble encore souple. Et cette souplesse est mise en valeur par la lumière. Hein, et la lumière introduit le temps. Donc on a entre la matière, la lumière et le temps un espèce de lien de cohérent. Et qui fabrique, en plus, qui fabrique quelque chose, qui permet de fabriquer. Fabrique l'espace et qui fait ressentir physiquement tout ça d'une manière puissante. Donc c'est certainement à travers disons le rapport avec Tadao Ando qu'on s'est mis à assister sur une idée du rapport à la nature de la nature. C'est-à-dire pas la nature au sens simplement des arbres, du paysage, des animaux, des êtres humains, etc. La nature des écologistes, mais aussi à la nature profonde qui n'est pas toujours la nature visible, qui est aussi la nature invisible. Et cette nature invisible, l'architecture peut en donner un sentiment de présence. Par exemple, on a évoqué la gravité. Oui. Évidemment, l'architecture est fondamentalement construite sur un rapport à la gravité. Le premier effet de l'architecture, c'est de s'élever, d'élever quelque chose, d'élever de la matière, en contradiction avec la gravité qui tend à vous faire tomber par terre. Et la gravité, c'est quelque chose qui n'est pas visible. D'ailleurs, pendant très longtemps, on s'en est pas préoccupé. Ça n'existait pas. Non jusqu'à ce qu'un type voit une pomme tomber, on ne se posait pas la question. Et c'est tellement naturel notre rapport à la gravité qu'il n'y a que les petits-enfants qui ont du mal à se lever, à se mettre debout. Mais nous, on n'y pense plus. Quand on se lève, on ne pense pas « tiens, je suis en train de battre la gravité ». Cette question-là,
bon, la plupart des bâtiments, bon, ça paraît naturel. Mais on peut aussi le montrer comme étant un peu bizarre, disons. L'introduction du bizarre, l'introduction de l'étrangeté, tu vois, des choses qui ne sont pas évidentes. Par exemple, l'encorbellement. Hein. Le travail qu'on fait souvent avec Jean-Marc Veil, notre partenaire ingénieur, c'est de mettre en scène, entre guillemets, la gravité à travers le fait qu'un objet ou une partie d'un objet est en suspension dans l'espace. Donc, on a peut-être un peu le sentiment d'une étrangeté et d'un questionnement sur ce thème. Bon, ça, c'est une dimension qui est de l'ordre de l'invisible. Ouais. Mais la lumière elle-même est invisible. La lumière, c'est quand on est dans l'espace, il n'y a pas de lumière. On est dans le noir total. La lumière n'apparaît qu'à partir du moment où quelque chose fait obstacle. Ouais. Et ce quelque chose, pour nous, c'est l'architecture. Ouais. Et l'architecture fait apparaître la lumière, rend visible la lumière. Le rapport à l'opacité devient la chose la plus importante pour faire apparaître la lumière. C'est pas la fenêtre qui est important, c'est pas le vitrage qui est important pour la lumière. C'est l'opacité. Donc ça, ce sont des paradoxes qu'il n'est pas facile de faire comprendre, par exemple, aux étudiants. Parce qu'il faut faire un effort pour penser que la lumière vient du mur et non pas de la fenêtre. Ouais. Hein? Bien sûr, elle passe par la fenêtre, mais c'est le mur qui éclaire. C'est l'opacité intérieure qui éclaire l'espace. Ça engendre un travail passionnant sur la manière à la fois de filtrer la lumière, pourquoi pas de la colorer, c'est-à-dire d'en absorber une partie pour n'en garder qu'un fragment. Le jaune n'est jaune que parce que tout le reste est absorbé. Oui. Et la lumière a disparu. Une grande partie de la lumière disparaît, il ne reste qu'un fragment de la lumière qu'on arrive à utiliser. On fait peu de travail sur la polychromie. Ouais. On travaille surtout la couleur de la lumière, plus que la couleur des murs. Voilà, ça nous est arrivé de faire des choses en couleur, mais c'est quelque chose qui nous intéresse plutôt de faire traverser à la lumière un objet coloré ou de faire réfléchir la lumière sur un plan coloré pour qu'elle devienne elle-même couleur. C'est ce qu'on a fait, par exemple, si on prend un exemple à Belfort. À Belfort, il y a un hall, un espace urbain intérieur qui est constitué de 3 grandes poutres. En dessous d'une verrière, il y a un objet flottant. Voilà. Et la lumière se réfléchit sur les parties hautes de ces poutres en béton blanc. Donc de l'intérieur, on ne voit pas la couleur. On a le sentiment qu'on entre dans une atmosphère qui est colorée en rose, parce que le dessus des plans des plans en béton, des poutres en béton qui traversent le hall, qui portent les verrières, le dessus, c'est un absorbant phonique couvert d'un velours rouge. Et ça crée une atmosphère qui donne un sentiment de lumière colorée assez douce et pas forcément... c'est pas expressif au fond, hein, c'est juste une atmosphère. Hein, c'est juste une idée que il y a un rapport, physiologique à la couleur, à la lumière. On le voit très bien quand on est face à un tableau de Marc Rothko, par exemple. Ces lumières, c'est une couleur, pardon, mais qui ne vient pas vers vous, qui sort pas du tableau. Hein. C'est une couleur qui rentre dans le tableau, qui rentre dans la profondeur, dans l'épaisseur. Et le fait que la couleur rentre et absorbée par la matière nous entraîne dans la profondeur du tableau. Et on a ce sentiment d'être absorbé, de basculer dans le tableau. Et pour revenir à Belfort, je trouve que ce dispositif lumineux aussi rajoute au mystère, à l'étrangeté et
Elle élargit même l'espace spatial, c'est-à-dire qu'elle renvoie vers un inconnu. On voit bien qu'il y a une lumière colorée, mais on pense qu'il y a quelque chose derrière. Enfin, cette lumière colorée, elle fait exister un espace derrière. Oui. Tu vois, un espace mystérieux auquel on n'accède pas d'ailleurs. Il y a cette question de... Oui. Ça me fait penser à une phrase que j'ai vue aussi dans une de tes interviews où tu dis le chemin direct d'un point à un autre n'est pas obligatoirement le meilleur. Enfin, ou le... Oui, c'est exactement ce qu'on disait sur la notion du temps, c'est-à-dire l'idée que le temps qui est aussi une dimension invisible, l'architecture peut en donner un sentiment de présence de plusieurs façons, soit en donnant à travers le parcours de la lumière, le parcours du soleil, l'idée que le temps passe, que le temps réel passe. Quand on voit sur une opacité, et ça c'est la leçon d'Hondo, que le soleil bouge assez vite, et quand c'est organisé par rapport à l'orientation de telle façon à ce qu'on soit en lumière rasante, ça bouge vraiment vite. Et on voit le temps passer à travers le mouvement des astres. Par exemple, c'est le cas, on s'est amusé à faire ça au Mans, dans la bibliothèque universitaire du Mans, où l'espace urbain intérieur est éclairé par 3 grands cylindres qui apportent une lumière jaune parce que les cylindres sont jaunes et qui sont dans l'axe nord-sud. Et donc le soleil, disons, on a le sentiment que le soleil tourne autour de l'espace intérieur et qu'il y a 3 soleils. Parce qu'il y a 3 cylindres qui apportent 3 taches de lumière au sol. Et donc ça, c'est un jeu qui nous plaît beaucoup, c'est-à-dire l'idée qu'on peut construire un espace éclairé par 3 soleils et pas par un seul. C'est aussi des choses qu'on cherche à inciter les étudiants à réfléchir sur cette question-là, parce que c'est un peu excitant comme idée à développer. De même que la présence de la lumière au nord, par exemple, du soleil au nord, de dire qu'on fait apparaître le soleil au nord du bâtiment, c'est une chose où on renverse un peu les éléments, les évidences. Hein. Et tu parlais d'étrangeté, c'est vrai que c'est quelque chose, on a beaucoup cherché à introduire une part d'étrangeté dans les bâtiments. Et ça, ça se trouve chez Siza. Chez Siza, il y a énormément de choses incompréhensibles. Mais ça se trouve aussi dans l'architecture romane, par exemple. Quand on voit les personnages, quand on voit des objets étranges, comme à Poitiers, des sortes de tourelles en pignon de pin, où les choses n'ont pas d'explication, ou des explications dont la connaissance disparaît avec le temps, et qui pourtant sont présentes se ressentent, disons, dans le projet. Oui, c'est une grande force que je trouve, notamment de plusieurs de vos derniers projets, cette part d'étrangeté qui devient de plus en plus fondatrice, je trouve. Et là, je ne peux pas m'empêcher de repenser au début et à la Cooper Union et à H-Duck. Il y a quelque chose qui... On a même l'impression que ça échappe même à l'architecte. L'architecte se laisse traverser par une étrangeté dont il est finalement le véhicule. Mais oui. Qu'on maîtrise pas toujours, parce que quelquefois l'étrangeté est vraiment étrange. Et il y a un mot qui revient régulièrement dans vos écrits, c'est la lenteur. C'est un premier opuscule qui s'appelait « Pour une architecture lente », si je me souviens bien. Et puis, il y a un ouvrage qui va bientôt sortir qui parle de la lumière lente. Ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que le temps est visible par le mouvement des astres, mais le temps est visible aussi par le mouvement du visiteur lui-même. Et donc, le fait de mettre le visiteur en situation de dérive et pas d'aller droit au but, ce que tu disais tout à l'heure, et de faire un parcours décalé, un parcours où on prend le temps d'aller là où on veut aller, et ce temps est une manière de
de voir l'espace, hein, et d'avoir le sentiment que on respire un peu, on se calme, on s'apaise, et je pense qu'on a besoin de ça actuellement, beaucoup. Et l'architecture, me semble-t-il, peut participer à une sorte d'apaisement des relations entre les gens et du sentiment qu'on a de soi-même. C'est-à-dire de se ressentir, hein, comme étant vivant. C'est une chose importante qu'on n'a pas à travers les écrans, par exemple, les rapports qu'on a. On se sent abstrait, on ne se sent pas vivant. Et je pense que l'architecture, c'est encore un des rares lieux où on peut donner ce sentiment d'une présence comme être humain. Non donc, cette idée du parcours, de la durée, au fond, c'est dans notre dernier bâtiment, l'Humaine de Saclay, où on l'a mené, je pense, le plus à fond, puisque, au fond, c'est un bâtiment qui est constitué d'une seule pièce. On parlait tout à l'heure du rapport entre les programmes de type église. On rentre dans une église, il y a une pièce, et puis des choses adjacentes, des chapelles, des chœurs, etc., des éléments, des galeries, mais c'est une pièce. Et on a conçu l'Humaine de Saclay comme étant une pièce qui se développe dans un mouvement hélicoïdal autour d'un chœur central ouvert, un atrium, un espace qui se développe sur toute la hauteur de l'édifice. Et quand on entre dans le bâtiment, on tourne dans un espace continu. C'était un espace continu qui va du bas, même de l'extérieur, jusqu'au dernier niveau, qui est au fond un seul espace ouvert où on voit la totalité du bâtiment. Et ce parcours se termine par une terrasse qui elle-même est en balcon sur le point de départ. C'est une sorte de spirale, si tu veux, où on monte et on retrouve le point de départ en vision. Et ça, au fond, on peut accéder aux différentes salles en prenant un ascenseur, des escaliers, etc. Mais personne ne le fait parce que on est naturellement incité à suivre ce parcours qui prend plus de temps pour aller au dernier étage, que si on avait pris un escalier. Mais c'est ce temps qui nous permet de mettre les étudiants, puisque c'est un bâtiment universitaire, en situation de confortable pour prendre le temps de lire. Parce que le dernier étage étant la bibliothèque au sens traditionnel, la salle de lecture, on doit être dans une disposition plus apaisée pour lire. C'est la même chose dans un musée. C'est exactement la même chose. Dans un musée, on doit avoir ce moment de transition pour prendre le temps de la contemplation. La contemplation, c'est quelque chose qui est d'ailleurs de plus en plus difficile d'obtenir dans les musées, parce que d'abord, il y a trop de monde, souvent, et ensuite parce que c'est un point de vue qui n'est plus tellement souhaité par les conservateurs du musée qui préfèrent l'animation à la contemplation. Et donc on a des casques, on a des téléphones qui nous racontent des histoires. On est noyé dans les informations alors qu'on devrait être face à une œuvre dans un dialogue personnel, dans un dialogue physique, un ressenti. On ne cherche pas des explications, on cherche à pénétrer l'œuvre, à être touché, avoir un rapport personnel entre une œuvre et son regardant ou son visiteur. Et ça, c'est de plus en plus rare à trouver dans les musées. La médiathèque École de musique de Trüchtersheim est finalement, dans tous ces projets dont on a parlé, un petit projet. On y retrouve l'ensemble des dispositifs dont tu as parlé. On y retrouve aussi quelque chose dont on a peut-être moins parlé
Et tu as une phrase, à un moment, tu dis la médiathèque de Truchtersheim vient se poser comme un linge sur le sol. C'est-à-dire ce moment extrêmement précieux qui est la rencontre entre une géographie et une géométrie. Trouchtassam, c'est certainement un des projets qu'on apprécie le plus, euh, à la fois dans les rapports humains qu'on a pu tresser avec les gens de la ville, et puis dans le rapport au paysage. On a fait beaucoup de projets urbains, et là c'était vraiment un lieu qui est à l'entrée de la ville et dans un terrain naturel, disons entre guillemets, puisque rien n'est réellement naturel. Et au fond, entre le naturel et l'artificiel, il y a un dialogue, c'est-à-dire que le terrain était quand même modelé avec Catherine Linder, qui est notre paysagiste dans ce projet, pour que la souplesse, la pente naturelle, qui était un plan incliné, disons, soit accompagnée d'une certaine souplesse. C'est-à-dire le sol a lui-même des vagues. Et les toitures ont des vagues. Oui. Donc les deux sont en rapport, l'un par rapport à l'autre. Et quand tu disais des draps, c'est exactement ça. C'est à la fois comme quand on faisait dans les Vosges pour sécher les draps au soleil, on mettait sur l'herbe. Et le bâtiment, c'est ça. C'est simplement, c'est presque une toiture au fond. C'est un espèce de plan souple. Qui laisse pénétrer la lumière, mais qui se repose flottant au-dessus d'un sol qui lui-même est modelé légèrement pour être comme des vagues de couleur verte qui se reflètent à l'intérieur du bâtiment. Et après, l'entre-deux, c'est l'espace de lecture. Au fond, c'est le lieu où on a à la fois un rapport à la nature et un rapport à la lecture. Et puis la partie école de musique est différente, parce que la partie école de musique, c'est un ancrage. Ouais. Et là, on est dans un volume pour la salle de concert, toute petite salle de concert, et les salles de musique sont plus ancrées dans le terrain, dans la partie basse. Et là, on a utilisé un travail qu'on avait déjà développé au Mans, qui est l'idée d'une façade courbe, à l'image du travail fait par un architecte et ingénieur uruguayen qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Eliade Dieste, et dont on voulait traduire les textes en français, j'espère que ça se fera, et où les murs sont plissés pour devenir structure. Ouais. Le pli renforce la stabilité. Donc ça, c'est un thème que l'on apprécie particulièrement, qu'on a développé grâce à l'apport de Jean-Marc Veil. Et évidemment, c'était en rapport à la musique. Tout ça, le pli, la courbe, l'ondulation, c'est un peu naïf. Mais et l'autre chose qui nous plaît beaucoup à Truchtersheim, c'est la matière elle-même du bâtiment, qu'on voulait être comme une seule pierre, une seule matière proche de la pierre, et la pierre particulièrement du grès des Vosges. On est adossé aux Vosges. Et c'était pas possible d'utiliser directement du grès des Vosges pour des raisons techniques, d'absorption d'eau, etc. Donc on a fait un travail assez long pour essayer d'obtenir une matière qui soit proche du grès. Ouais. Et ça a été très, très difficile. C'était toujours décevant parce que l'entreprise avait trouvé des gravillons qui avaient une pellicule de rouge. Mais au début, on voulait sabler la surface du béton et le rouge s'en allait avec. Donc à la fin, j'ai pris un pic et j'ai tapé sur le bâtiment pour faire éclater le béton. Et en faisant ça, le ciment partait et la couleur restait sur la pierre. Donc on a décidé avec l'entreprise, qui a fait un effort considérable, de boucharder la totalité des façades du bâtiment. C'était un peu une folie, mais le résultat, je crois, est très intéressant. Et à travers ça,
au fond, on a aussi utilisé ce que mon frère avait développé dans tout son travail sur le rapport à la matière et aux différentes déclinaisons qu'il a pu faire à partir du béton. C'est-à-dire, il a particulièrement étudié, développé, mis en œuvre, expérimenté des manières d'employer le béton et d'employer la pierre, où le matériau béton disparaît en tant que tel. C'est presque un gros mot maintenant quand on utilise béton. On dit bétonner comme étant le crime le plus inimaginable qu'on puisse faire à la ville. Alors que c'est que de la pierre, hein, c'est constitué que de pierre. Et en faisant ce travail sur la manière de faire apparaître la pierre, qu'Hervé a fait dans de nombreux de ses projets, il a trouvé une façon de rendre naturel l'usage du béton, de le rapprocher de la nature. Et ça a été pour nous très, très important. Les rapports avec mon frère sont extrêmement étroits et réciproques, même si on n'a jamais travaillé réellement. Mais sur Trüchtersheim, je trouve que cette apparition de la matérialité, justement, au-delà du béton, est particulièrement frappante. Je voulais redire une phrase que je t'ai entendu dire quand on s'est croisés la première fois à Brest. Tu venais de gagner le concours de la médiathèque universitaire de Brest. Je me permets cette petite citation. On fait partie de ces architectes qui pensent que l'architecture a encore une signification. Si tu veux que l'architecture ait du sens, c'est pas nouveau. Hein. C'est toute l'histoire de l'architecture est fondée sur le sens que les bâtiments peuvent transmettre. Non pas directement, mais d'une manière induite. C'est pas forcément bavard, l'architecture. On peut transmettre du sens à travers des choses très, presque muettes, non, presque insensibles. Si tu veux, nous, il faut pas exagérer l'importance qu'on donne du sens parce que on n'est pas démonstratif, on ne veut pas faire une architecture où on appuie sur une signification particulière ou très forte. C'est souvent du sens soit par rapport à la nature de la nature, comme je le disais tout à l'heure, soit sur la construction. C'est-à-dire que on questionne la construction et c'est le grand plaisir qu'on a de travailler avec Jean-Marc Weil. Au fond, par rapport au sens que la construction elle-même peut donner. Par exemple, on s'est amusé à questionner l'idée de la fondation. Il paraît évident, naturel, qu'un bâtiment soit fondé sur quelque chose qui le ramène au sol, en bas. Et on a voulu essayer l'idée qu'on allait fonder un bâtiment où la fondation était en haut. Donc ça, on s'est amusé à ça. Par exemple, à Péronne, dans le pavillon d'entrée, c'est toute petite intervention, mais ce qui porte le bâtiment est sur le toit du château de Péronne. C'est un bloc de béton qui est le contrepoids d'une structure qui est en équilibre et qui suspend le toit du pavillon d'entrée à travers une poutre verticale et une sorte de fléau, quoi, qui est comme une balance. C'est une manière de questionner l'évidence, c'est-à-dire prendre les choses évidentes et de dire que elles ne sont pas évidentes. Et il y a une autre partie du bâtiment que j'aime bien, qu'on a là d'ailleurs en maquette. C'est un bâtiment, pourtant c'est rien, quoi. C'est-à-dire ça n'a pas de dessus, de dessous. Et c'est juste un auvent qui sert à protéger l'entrée d'une partie de l'édifice. Bon, et ça est posé sur disons, le long d'un mur vertical. Pardon. Et les fondations de ça, c'est sur le côté. Elles ne sont pas en dessous, elles sont sur le côté. Elles sont à travers l'épaisseur du mur du château. C'est
des réflexions qui donnent du sens à des questionnements inutiles. Où sont les fondations? On s'en fiche au fond. Hein, mais par contre, c'est intéressant de se questionner, de prendre tout ce qui semble évident comme étant un sujet de réflexion. Hein. Il y a un architecte que j'aime beaucoup qui s'appelle Don Hans van der Laan, qui est un religieux qui a construit des bâtiments, qui parle de la figure discrète. Et ça, j'aime beaucoup l'idée qu'il y a peut-être des figures formelles, des figures plastiques, des objets, des écritures graphiques, tout ce que tu veux, mais tout ça est discret par rapport à la présence du sens dans l'architecture. Juste évoquer la question de la mémoire de l'œuvre et de sa transformation. On a bien vu que dès le début de votre travail avec Emmanuel, vous êtes attaché à ce qu'on avait appelé peut-être le palimpseste de la ville, mais aussi du paysage, hein, et donc la capacité à faire œuvre à l'intérieur de ce palimpseste. Maintenant, ce palimpseste, il va se poursuivre après vous, après nous. Voilà la suite de votre œuvre. Je sais qu'il y a, par exemple, le pôle de gestion a déjà été à Nancy, qui date de 92, a déjà été transformé. On a eu la chance d'avoir des amis architectes qui ont restauré, rénové, transformé aussi certains des bâtiments. Et le pôle de gestion a été très bien fait avec quelqu'un qui nous a sollicité, et qui a fait un travail formidable pour rénover ce bâtiment. Daniel Piron, c'est un très beau travail de redonner une autre fonction ou d'autres fonctionnalités à ce bâtiment ça n'a pas réellement changé de fonction, mais il a renouvelé complètement le bâtiment. Et très bien. Et c'est arrivé quelquefois à l'inverse. Le musée de Nancy a été dégradé petit à petit. Il a perdu beaucoup de ses éléments du départ. C'est pas irréversible. Peut-être qu'un jour, ça sera quelqu'un de sensible à ça reviendra sur quelques discussions. Mais tout ce qui a été changé n'est pas mauvais. Il y a eu des transformations malheureuses, d'autres qui sont intéressantes. Le musée de Matisse est en cours de changement. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. C'est la vie normale des bâtiments. Quelquefois, ils disparaissent, quelquefois, ils sont bien respectés. C'est vrai qu'en France, je ne sais pas pourquoi, on ne nous demande jamais d'agrandir ou de rénover nos propres bâtiments. Les gens, j'imagine, les responsables veulent être libres, donc ils ne font jamais appel aux architectes pour les rénovations, alors que au Portugal ou en Finlande, je ne sais pas quoi, les bâtiments sont rénovés par les successeurs ou l'agence. Bon, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a prêté de plus en plus attention au vieillissement. C'est-à-dire que, on parlait de Trüchtelsheim, c'est en voyant la fragilité de certains bâtiments, le fait qu'il n'y a pas de culture de l'entretien. En France, on n'entretient pas les bâtiments. On entretient les bâtiments que quand ce sont des boîtes de verre où là on lave les carreaux. Mais on ne lave jamais un bâtiment en béton. Mais c'est une grande spécialité française de laisser vieillir les bâtiments, de laisser les salir jusqu'à ce qu'ils soient presque insupportables à regarder, pour se décider enfin à rénover. Alors que dans d'autres pays, on entretient soigneusement les édifices dans lesquels on a mis beaucoup d'argent. Et c'est un mauvais calcul du point de vue de l'économie, évidemment. À cause de ça, à cause du fait qu'il y a un total manque d'entretien, on a prêté de plus en plus attention à utiliser des matières qui vieillissent bien dans le temps. Je vais prendre un exemple qui est celui du siège de la Solorem à Nancy, qui est un bâtiment pour les bureaux d'un aménageur avec qui on a travaillé. On a souhaité, cette fois-ci, travailler un édifice en bois
sur une structure métallique très légère, et tout le bâtiment est en bois, les planchers, les façades, les menuiseries, les brise-soleil, etc. Et, on a beaucoup insisté auprès du maître d'ouvrage et il nous a accompagnés dans ce but pour utiliser un bois particulier qui est du pin d'Oregon, qui tend à ne pas griser dans le temps, qui garde sa couleur. Il fonce, il devient plus dense, il change de couleur, mais il ne devient pas gris comme les pins utilisés habituellement. Et ça, c'est une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé. Il a fallu se battre un peu avec l'entreprise qui voulait nous refiler autre chose. Mais le maître d'ouvrage a bien compris l'importance de cette question-là. Et le bâtiment, on a pu le voir, bon, maintenant, il a 20 ans, je sais plus, enfin, il a vieilli, mais il ne s'est pas dénaturé. Et s'il a pris quelques rides, elles sont pas, il n'est pas défiguré non plus. Et s'il fallait tout recommencer On est très satisfait même si on arrête aujourd'hui, par exemple, on est très satisfait des projets qu'on a fait récemment, auxquels on a beaucoup sacrifié. Et ça peut être dangereux. Il y a une chose qu'on a voulu éviter, c'est la répétition. Il y a un moment donné où on a eu le sentiment, quand on a fait un peu une rétrospective en publiant un livre en Italie il y a quelques années, où on a, en regardant le travail qu'on avait fait, eu le sentiment d'un risque qui était la répétition d'un langage qui était décliné. Et ça, on voit ça chez un certain nombre d'architectes, même ceux qu'on apprécie, et on ressent ça comme un danger. Donc on s'est forcé, en changeant par exemple de matériaux. On a fait ce bâtiment en bois, on a fait récemment un bâtiment entièrement en briques de verre, ou en acier à Saclay, en briques de verre à Péronne, en acier Corten pour le musée de Cahors, ou certaines parties. Ça nous oblige à se remettre en question complètement, à réapprendre la manière de construire. Et donc, ça oblige à changer aussi la forme des bâtiments. C'est pas la même chose du tout.